Est-ce que tu veux un plus grand verre? Bah oui, carrément. Non, si, dis-moi. S'il te plaît, je te parle plus. Je vais pas te le dire là devant un micro. Si, on va le générique. Mais si, dis-moi. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Oksana. Oksana a 25 ans, et avec elle nous avons discuté des poupées qui s'embrassent et des images qui font peur, de la vie qui bascule et des miracles qu'on attend, des Paralympiques 2024, d'autonomie et de pudeur, mais surtout de liberté. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui, je pense que ça me plaît beaucoup d'être une femme. Je me rappelle que au lycée ou même au collège, j'avais l'impression que c'était plus simple d'être un homme, qu'on les jugeait moins, et ça m'embêtait. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a un énorme pouvoir d'être une femme, et je nous trouve aussi très libres, d'une certaine manière. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Oui, je sais que ma mère, elle avait envie d'avoir que des filles, et mon père aussi était très content. J'ai une grande sœur qui va avoir 33 ans et une petite sœur de 19 ans. Donc voilà, on est un clan de femmes. Souvent, c'est ce qu'on nous dit quand on parle de nous. Et dans ce clan de femmes, est-ce que vous avez grandi avec des idées préconçues sur les filles et les garçons et plus tard les hommes et les femmes ou pas tellement ? Si, alors c'est vrai que j'ai beaucoup déconstruit récemment parce que j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Et donc du coup la danse c'est un milieu où les filles elles sont très minces, épilées, impeccables. Et je sais que c'était aussi l'image que ma mère nous envoyait. Elle était toujours typiquement on peut dire très féminine. Elle était hyper bien habillée, elle sentait toujours bon, maquillée, voilà. Petit à petit, quand j'ai commencé à lire des livres sur le féminisme, à écouter des podcasts, je me suis dit « Ah, mais est-ce qu'on peut être aussi une femme d'une autre manière ? Ne pas juste être une femme pour plaire aux hommes, par exemple. » Parce que j'avais l'impression que c'était le but un petit peu de tout ça. J'ai encore l'impression que c'est ça. Mais du coup, j'ai pas envie, moi, de m'appliquer ça à moi-même. Quel rôle ils occupaient tes parents au sein de ta famille ? C'était peut-être un petit peu à l'ancienne. C'était ma mère qui gérait à peu près tout. Mon père, c'est quelqu'un d'une personne toxique, ou pervers narcissique. Et on avait cette image de la femme qui restait avec son mari, même si ça n'allait pas. Ils se sont séparés beaucoup de fois, ce qui elle-même l'a entraînée dans des dépressions. Et en fait, elle en pouvait plus et du coup, tout a lâché. Et moi, je me dis que ça, on aurait complètement pu l'éviter, en fait. Et c'était très contradictoire parce que ma mère, c'était quelqu'un de très indépendant, mais qui, dans la relation, était très dépendante. Mais ça, je l'ai compris plus tard, quand on a compris la problématique de mon père, et qu'elle nous a bien expliqué comment ça fonctionnait dans le couple, etc. Donc là, pareil, on a revu un peu toute notre enfance. On a vu différemment notre enfance, en tout cas. Du coup, c'est pas le schéma dans lequel elle vous a élevé. Est-ce qu'elle vous a plutôt encouragé à vous être indépendante ? Oui, exactement. Et c'est un peu toute la contradiction. Même si elle a été dans une relation de dépendance, elle nous a toujours dit « vous serez des femmes indépendantes ». Et j'ai eu du mal un peu à comprendre et c'est un peu au fur et à mesure des années que je comprends ce qu'elle a voulu nous dire et que même si elle, c'était pas son histoire, elle a voulu que nous, en tout cas, on ne revive pas ça. Vous aviez quelle relation, tes sœurs et toi, avec l'un et l'autre ? Très, très proche de notre mère. On a toujours été. Avec notre père, on s'entendait bien, on faisait des activités ensemble. Ça me paraît lent maintenant parce que ça fait quand même très longtemps que je ne le vois plus. Mais on avait des bonnes relations. Puis à un moment, ça a commencé à se dégrader. Et du coup, on a coupé les ponts parce que c'était plus possible. Et on l'a coupé assez tôt. Et j'avais 15 ans. C'est vous qui l'avez décidé de couper les ponts ? Oui. Et des choses qui sont parties un petit peu trop loin. Notre mère, elle nous disait qu'il fallait qu'on prenne conscience aussi de vraiment qui était notre père. Mais il fallait que ça vienne de nous et qu'on prenne la décision de le faire. Et je crois que ça a été une des meilleures décisions et plus dures en même temps parce que c'est assez compliqué de faire face à son père, qui est la figure masculine principale de la vie. Mais en même temps, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais si j'arrive à lui dire à lui, stop, je ne veux plus te voir, je n'aurai jamais de problème avec les garçons parce que lui, je l'ai mis à l'écart et je me sentais
invincible avec les garçons. C'est bizarre, non? Non, ça a vachement de sens. C'est en mode si, entre guillemets, la figure masculine la plus importante de ma vie, si un jour j'ai réussi à lui dire stop, en fait, c'est que je serais capable de le dire à n'importe quel autre garçon dans ma vie, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et je le ressens. Et aujourd'hui, tu sens qu'elle a vraiment réussi à s'en défaire et Oui, complètement. Elle est mariée, ça fait plus de 10 ans qu'elle est avec une autre personne qui est totalement l'opposé et je suis très heureuse d'avoir ce schéma-là d'un homme qui fait le ménage, qui fait la cuisine, voilà, qui est là, qui est présent, qui lui-même a des enfants, qui est très présent avec ses enfants. Et pour moi, je me dis, bah non, en fait, c'est ça la norme. C'est pas la norme que j'avais moi quand j'étais petite, mais c'est la nouvelle norme que ma mère, elle a remise. Tu disais que tu étais proche de ta maman. Est-ce que la sexualité, c'était un sujet que vous pouviez aborder toutes les deux? On parlait de contraception. On allait prendre la pilule, voilà, le consentement, etc. Voilà, ça, c'était un peu les règles de base. Mais après, on n'est jamais rentré un petit peu dans la sexualité avec les valeurs actuelles, non? Est-ce que tu te rappelles de l'âge auquel tu as découvert la sexualité? En primaire, j'étais tombée sur un film du soir, là, je sais plus sur quelle chaîne, et du coup j'avais vu voilà, des images et je sentais que c'était pas de mon âge. D'autres souvenirs que j'ai, c'est j'ai joué au Barbie quand j'étais petite et je les faisais tomber amoureux, Barbie et Ken, et ils pouvaient que s'embrasser techniquement. Du coup moi je m'étais pas posé la question de comment ils pouvaient aller plus loin les deux. Et en fait, j'avais une copine, quand on était en 6e, j'étais venue chez elle pour un goûter et elle m'avait montré un site de pornographie. C'était hyper interdit, c'était hyper secret et elle avait ouvert la page et je me rappelle d'avoir vu une énorme photo d'un zoom d'une pénétration. Et je n'avais jamais compris en fait que c'était ça qui se passait vraiment. Ça m'a vraiment choquée, moi, cette photo. J'ai trouvé ça moche, mais vraiment moche. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais Barbie et Ken, c'était plus mignon, en fait. Ils se font juste un bisou. Et je trouvais ça plus joli que cette image. Mais elle m'a fait peur. Et je me suis dit, c'est ça qu'on va devoir faire un jour. Bah, moi, je trouvais ça horrible. Mais du coup, pour toi, faire l'amour, c'était ça? C'était cette image de la pénétration que tu avais vue une fois? Ou tu projetais un peu plus que ça? Non, je projetais plus que ça. À un moment donné, on se retrouvait dans un lit, il allait se passer des choses. Mais le plaisir de la femme... communiquer pendant cet acte, tout ça, c'était pas du tout dans ma tête de 15 ans. C'était plus le mec qui allait avoir le contrôle, en fait, sur ce qui allait se passer. Et pas moi, du tout. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as découvert la masturbation ou pas? Alors, c'est quelque chose avec lequel je suis pas très à l'aise. Je crois qu'on n'en a jamais parlé entre filles quand on était plus jeunes. Je voyais, en revanche, les garçons y parlaient de ça, mais tellement facilement, tout le temps, ça parlait de ça. Moi, personnellement, je le faisais pas, donc je ne pouvais pas amener ce sujet-là, et vu que je l'entendais pas, et bah voilà, je me posais pas la question, donc j'étais pas trop dedans. Finalement, c'est que récemment, c'est que là, maintenant, qu'on a commencé à en parler entre filles. Tout le monde m'a dit, mais bah si, j'ai toujours fait. Moi, je me suis dit, mince, je suis la seule. Et si je dois le faire, j'ai l'impression qu'on va m'observer ou qu'on va me juger ou quelqu'un va rentrer. Et voilà, alors que c'est pas interdit et c'est plutôt même conseillé. Moi, je crois que j'ai mis... Enfin, je l'ai pas fait très 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 longtemps et encore aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de régulier, tu vois. Et effectivement, quand je le fais, je suis là genre... Tu sais, j'ai une image, je me vois en train de le faire, je suis là genre... Oh, l'air débile, quoi. Enfin, et genre oui, là, si quelqu'un me regarde, mais franchement, j'arrive pas à me dire que... Lâche-toi, ouais. T'es que dans ta bulle. C'est ça. J'imagine toujours qu'il y a une caméra, ce qui est un tue l'amour pas possible, mais... C'est ça. Et ta première fois, peu importe comment tu l'as définie, elle s'est passée comment? Et ben, en fait, maintenant, j'ai l'impression d'avoir dans ma tête 2 premières fois. La première fois où je me suis retrouvée dans un lit avec un garçon, il n'y a pas eu de pénétration. Je découvrais en fait les préliminaires, etc. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais ah ouais, ok, ça c'est trop, trop, trop bien. Et ma deuxième première fois, c'était celle où il y a eu plus pénétration, enfin vraiment ça. J'avais 15 ans. C'était pas dingue en fait. Moi, j'avais préféré le moment où on prenait plus le temps de se découvrir, où voilà, il y avait plus de sensualité. Pour moi, ça a été vraiment ça, ma première fois. Ça représentait quelque chose pour toi? Comme un rite de passage ou pas forcément? Oui, j'avais l'impression que c'était important. J'avais hâte de faire ma première fois pour que je sois un petit peu, comment dire, comme rodée un peu, pour que ça se passe bien.
avec les autres, en fait. Je savais, en fait, que la première fois, ça allait pas être dingue, parce que ça, on a toujours dit. Mais que ça ira mieux après. Donc, faut vite que ça passe. Et après, ce sera bien. À part ces 2 fois dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont marqué ou des expériences importantes pour toi? Oui. À la suite d'un problème de santé, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Et donc, ma première fois en tant que personne handicapée, ça a été, oui, une étape importante. C'était ni une mauvaise ou ni une bonne expérience. Ça a été un peu un renouveau. Hein. J'ai l'impression que fait reset un peu de ce que j'avais appris. Et puis, voilà, parce que je me retrouvais avec un nouveau corps que je devais un peu apprivoiser. Et donc, ouais, ça a été une nouveauté. J'ai de la chance parce que je sens à peu près tout mon corps. C'est pas la même sensibilité qu'avant, elle est quand même atténuée. Mais en tout cas, à ce niveau-là, je sens bien. Donc j'étais soulagée parce que je me suis dit, une vie sans sentir ça serait triste. Après, mes sensations, elles sont différentes. C'est plus compliqué d'atteindre l'orgasme, par exemple. Mais c'est un peu un travail de fond. Et ça revient. Et après, quand on connaît bien son corps, voilà, je sais maintenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en fauteuil, comme tu dis? J'avais 16 ans et j'ai eu une inflammation de la moelle épinière. Et ce qui fait que en quelques heures, j'ai été paralysée totalement et je me suis retrouvée tétraplégique. Je n'ai pas eu d'accident, je n'avais pas d'antécédents. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Ça arrive comme ça, les inflammations de la moelle épinière? Oui, ça peut arriver, oui, à n'importe qui, n'importe quand. Moi, j'avais vraiment aucun problème de santé. J'ai eu une grosse douleur au niveau du cou et des fourmillements au niveau des avant-bras. Ma grande sœur était avec moi et elle partait chez le médecin et du coup, je lui ai dit « Attends, emmène-moi parce que j'ai une douleur un petit peu bizarre. » Et voilà, je devais m'habiller et je me rappelle que je n'arrivais pas à mettre mon t-shirt. J'étais complètement bloquée du cou, comme si je m'étais bloqué quelque chose dans le dos. Et puis après, quand j'étais dans la voiture... j'ai pas réussi à sortir ma jambe, en fait. Du coup, je suis arrivée à cloche-pied chez le médecin. Et puis, du coup, je me suis effondrée par terre et j'ai bougé vraiment plus rien. Et après, voilà, on a appelé les ambulances. Et ils m'ont dit que je faisais une déshydratation. Que c'était pour ça que j'étais paralysée. Je me dis, ah ouais, c'est quand même violent. C'est sévère pour C'est un peu juste pas avoir bu 1 litre d'eau par jour. C'est ça. Non, mais oui, c'était... moi, j'en ai entendu des sacrés à l'hôpital, mais... Voilà, ça arrivait vraiment très très vite et en quelques heures, une fois que j'étais à l'hôpital, j'avais perdu tout l'usage de mon corps et je bougeais que mes bras. Et mes mains, elles étaient atteintes, et mes abdos, tout ça. Une inflammation de la moelle épinière, c'est quelque chose qu'on peut stopper à un moment? Eh bien oui, j'aurais pu avoir un traitement, parce que je connais d'autres personnes qui ont eu ça et qui ont eu un traitement et qui ont pu récupérer une bonne partie de leur mobilité. Il y en a qui remarchent, il y en a qui sont en fauteuil mais qui bougent leurs jambes. Il y en a qui marchent, mais qui ont toujours besoin d'un fauteuil, voilà. Et moi, j'ai eu des soins très tard. J'ai eu des soins 5 jours après être arrivée à l'hôpital. Donc, en fait, c'était trop tard pour que je puisse récupérer de la mobilité. Mes bras, du coup, n'ont jamais été touchés, mais mes mains ont un petit peu récupéré. Et puis après, c'est à force de rééducation, de faire du sport, etc., que j'ai pu récupérer. Et maintenant, je suis contente parce qu'il y a toujours de l'amélioration, 8 ans après. Je suis toujours de plus en plus mobile, donc les jambes ne bougent pas, mais je me sens quand même très très mobile dans mon corps. C'est juste les jambes qu'aujourd'hui tu peux pas bouger? Oui, et j'ai quand même... je peux pas utiliser ma main droite, elle a du mal à se fermer. Ça m'empêche d'ouvrir des choses comme des bouteilles d'eau, des sachets, des choses comme ça. Je pense au bus, parce que vu que je suis venue en bus, me tenir au barreau, m'accrocher au barreau, je peux pas faire ça d'une main. Je peux pas tenir une chose de la main droite. Donc j'essaie de compenser au maximum avec l'autre main, mais c'est pas évident parce que mon autre main n'est pas non plus à 100% mobile. Ce qui est même de plus handicapant, c'est de pas avoir ses mains. Parce qu'on fait tout avec nos mains. Si on enlève nos mains, on peut plus faire grand-chose. Et j'ai plus trop d'abdos, donc je peux pas me tenir très droite si j'ai pas de dossier derrière moi, par exemple. T'es restée longtemps à l'hôpital? Je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Après, j'ai fait beaucoup de centres de rééducation. J'ai fait 1 an où j'ai fait que de la rééducation et ensuite j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis allée dans un autre centre de rééducation
pour travailler avec des exosquelettes. C'était une façon de remarcher donc avec un exosquelette, de travailler la marche sans que ça fasse de miracle, mais c'était des exercices où il y a très peu de centres d'éducation en France qui ont ça. Et ça a duré à peu près 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah bah ça a tout changé, hein. Je vivais ma vie, alors avec les problèmes que j'ai eu avant, des problèmes familiaux, etc. Mais j'étais quand même dans l'insouciance du problème de santé. J'étais lycéenne, lambda, j'avais mes amis, je sortais tout le temps, etc. Et puis c'est vrai que d'un coup, quand on te coupe un peu les ailes, quand on ne peut plus bouger, alors moi j'ai eu hyper peur, je me suis dit je vais plus avoir d'amis, mais ma vie qu'est-ce que ça va être socialement, et puis je vais faire quoi comme métier plus tard, enfin j'avais super peur de tout et j'étais très triste parce que je me suis dit je vais plus pouvoir faire de la danse. Maintenant je me sens très libre, mais dans ma tête quand ça faisait un peu moins d'1 an que j'étais en fauteuil, je me disais mais je vois vraiment les gens d'une façon différente maintenant. Je vois, eux, leur liberté. Ils se rendent pas compte, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Y en a qui se plaignent encore, mais je comprenais pas. Je me suis dit, mais t'es tellement libre, mais fais 1000 trucs, vis ta vie à fond. Mais tout pouvait tellement basculer du jour au lendemain que tout prenait une autre valeur aussi, maintenant. T'as gardé le même entourage et les mêmes amis qu'avant? Oui, ça, je suis très contente. Ça veut dire que je me suis pas plantée sur mes amis. J'avais des bons potes. J'avais des bons potes. En revanche, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma famille. C'était une famille très dysfonctionnelle, donc ça a été une raison de plus pour faire couler ma mère, en fait. Moi, j'ai entendu ma famille lui dire bah, c'est de ta faute, si ta fille elle a ça, t'aurais pas dû divorcer, t'aurais dû plus les protéger. Tu vois, c'est un truc un peu psychologique, vu qu'on savait pas ce que j'avais. Mais du coup, c'était la faute de ma mère. Et là, j'étais, ah bah non. Bah, c'est pareil, j'ai eu la révélation comme j'ai eu avec mon père. Je me suis dit, ah non, mais eux, non, 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 non. Et ma mère, qui n'a jamais réussi à couper avec sa famille qui était aussi toxique, là, elle s'est dit, ah non, là, on touche à mon enfant. Donc là, elle a mis un stop aussi. Donc du coup, on a mis un stop à tout le monde. Et du coup, on s'est retrouvés avec le noyau dur, quoi. Comment t'as réussi à faire... Enfin, je veux dire, ta vie a basculé en 3 semaines. T'es rentrée à l'hôpital et t'es ressortie. Et après, il fallait réinventer une nouvelle vie. Comment t'as réussi à gérer ça émotionnellement? Il y avait des périodes un peu compliquées, hein, forcément, parce que je voyais que mes amis continuaient toujours leur vie. Et puis moi, j'étais là, j'étais seule. Je me rappelle que je pleurais beaucoup, mais toute seule. Je ne montrais pas aux autres que j'étais triste parce que je l'ai quand même pas bien vécu, mais j'ai su rebondir ou en tout cas être active dans ma rééducation. Et donc du coup, j'avais un petit peu cette étiquette de oui, mais toi, tu t'en sors. Non, mais t'es forte. J'avais l'impression en tout cas de pas avoir la place de dire en fait là, je suis triste. Je suis triste parce que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie et ça m'énerve. Et peut-être qu'inconsciemment, j'avais aussi envie qu'on me voit comme quelqu'un de fort. Et puis, j'ai été beaucoup de temps dans le déni parce que je me suis dit que ça allait repartir comme c'était revenu. Et en fait, maintenant, en y réfléchissant, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à attendre qu'un miracle arrive. J'aurais pu un peu plus rapidement rentrer dans le vif du sujet et m'habituer à vivre en fauteuil. Tu penses que c'est arrivé au bout de combien de temps que tu te dises que le fauteuil, il était là et qu'il allait falloir que tu vives avec et que t'en fasses ton quotidien? Je pense que j'ai mis 2-3 ans. C'était long quand même. Ce qui a été très dur pendant ces périodes d'hospitalisation, c'est la perte d'autonomie. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus compliquée à gérer. On dépend beaucoup plus des autres et ça, c'est très très dur à gérer parce qu'on est adulte, on se construit et puis d'un coup, on va avoir l'autonomie d'un bébé de 3 mois. Donc, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes qui nous aident. Moi, j'étais en incapacité d'aller aux toilettes, de me laver, de m'habiller toute seule au départ. On remet en fait l'autonomie dans les mains de personnes qu'on ne connaît pas et c'est des personnes qui changent très régulièrement. Donc du coup, c'est des personnes qui vont te voir dénudée et j'ai jamais réussi moi à m'y faire à ça. Je trouvais ça trop gênant de demander à quelqu'un de t'emmener aux toilettes ou de te laver, c'était genre trop dur et moi j'avais envie que mon corps il reste un peu sacré quoi, qu'il y ait peu de personnes qui le voient. Et là, moi c'était complètement détruit en fait ça. Et puis vraiment à l'hôpital, il y a beaucoup de choses déplacées, des souvenirs de médecins
qui arrive avec ses internes, et puis toi t'es dans ta robe de chambre et t'es sondé, donc t'es pas habillé, t'es nu en dessous. Puis eux ils vont soulever tout, puis tu vas voir 5 internes derrière, mais qui ont à moitié ton âge. Puis t'es là, attends, là c'est quand même hyper gênant. Donc voilà, c'était des répétitions de moments comme ça qui m'ont habitué en fait à me déconnecter de mon corps et ma tête. Fallait qu'elle parte ailleurs parce que j'arrivais tellement pas à accepter ça que là j'étais plus du tout connectée parce que c'était trop dur, trop intrusif en fait. Quand j'ai pris l'habitude de faire ça, de me déconnecter, quand la sexualité est revenue, ça me posait problème parce que faut faire absolument l'inverse en fait. Faut se reconnecter au maximum et moi je me rendais compte que j'arrivais pas à le faire. Et j'ai mis beaucoup d'années à comprendre que c'était en fait tout ce que j'avais vécu à l'hôpital qui m'avait un petit peu traumatisée, qui avait traumatisé mon corps. Pour moi, écarter les jambes, c'était quelque chose de médical. C'est parce que on allait me faire un examen médical, qu'on allait me toucher avec des gants, que ça allait me faire mal. Et c'était quelque chose, en fait, de très imprimé dans mon corps. Et donc, du coup, j'arrivais pas, quand je me retrouvais dans un lit avec mon copain, à me dire, non, là, il va pas te faire mal, en fait. Là, ça va être bien, ça va être que du plaisir. Mais ça a pris beaucoup de temps, c'est vraiment des années. Et c'est très récemment déjà où j'ai mis le doigt dessus. Je m'en suis rendu compte parce que j'écris pas mal en ce moment. Du coup, j'ai écrit un texte par rapport à ça. Je l'ai lu à haute voix et je me suis dit, mais c'était comme si je m'étais fait agresser en fait, la façon dont je dissociais les deux. Je me suis dit, mais non, ça a été finalement trop impactant et je l'ai trop laissé de côté, mais parce que personne n'en parle de ça. Vu que personne n'en parle, tout le monde se dit c'est normal. Et d'ailleurs, j'entends souvent des gens dire, oui, maintenant, moi, je suis plus pudique, c'est comme ça, en même temps, on n'a pas le choix. Oui, mais non, en fait, moi, je trouve que c'est grave. Et je trouve ça triste qu'on arrive tous à se dire ça. Il faut qu'on garde notre intimité. Parce que quand à un moment on va devoir le dévoiler à quelqu'un, ça va être super compliqué si il y a eu trop d'intrusions extérieures, à se lâcher vraiment avec la personne avec qui on a envie de partager un moment intime. Est-ce que tu as autour de toi d'autres personnes en fauteuil roulant avec qui tu peux discuter de ce genre de sujet ? Oui, on est beaucoup. Je suis assez active dans le milieu associatif. On parle de ces sujets-là. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de problématiques qui reviennent. C'est-à-dire, il y en a qui choisissent d'arrêter d'avoir une vie sexuelle. Parce que, en fait, on se sent pas bien dans notre corps, on a l'impression d'être un boulet pour les autres personnes. Alors que non, en fait, c'est un travail qui est long, qui est psychologique, qui est physique. Enfin, c'est un mélange de tout pour essayer de se retrouver avec soi-même et être à l'aise avec soi-même. Il y a des façons aussi de discuter, de communiquer avec la personne avec qui on est. Voilà, dire ce qu'on veut. Voilà, je ne peux pas bouger mes jambes. Je ne sens pas trop à ce niveau-là, mais allons-y. Voilà, les gens comme avec toute nouvelle personne avec qui tu fais l'amour, en fait. Je suis plus d'avis à ne pas cacher, à faire semblant que tout va bien, j'ai pas de problème, parce que je faisais souvent ça. Et en fait, ça me prenait trop d'énergie d'être, je sais pas, par exemple, si on s'embrasse et puis d'un coup, on passe dans un lit et voilà, si lui il va aux toilettes, moi je vais me déshabiller en 30 secondes, et ça va pas être en 30 secondes parce que pour moi c'est un peu plus long, mais voilà, j'attends dans le lit et puis je vais être là, voilà, hop, regarde, tu n'as pas vu le transfert, tu n'as pas vu le moment, et du coup, je me sentais mieux, plus à l'aise qu'il ne voit pas ces moments de transition. Et en fait, ça me fatiguait énormément de faire ça. On rajoute, quand on a un handicap, une charge mentale médicale qui est énorme. Ouais, puis aussi, de ce que tu dis, l'envie de soulager l'autre, d'assister ou de te voir, ou... Ça me fait penser à ce que Céline, tu disais, quand des fois tu parles de tes agressions sexuelles et que quand tu le racontes, tu prends sur tes épaules la charge de dédramatiser la chose ou de faire attention à ce que tu dis pour que l'autre la reçoive pas trop violemment, alors qu'en fait, c'est pas à toi de le faire. Moi, c'est un truc que je ressens vachement, tu vois, souvent quand je le raconte, je m'efforce de sourire, j'essaie de le raconter de façon un peu plus légère, d'y mettre un peu de dérision, de montrer que c'est pas douloureux pour moi d'en parler et tout, parce que justement, j'essaie de rendre le truc pas plombant, parce que j'ai pas du tout envie de mettre les gens mal à l'aise, j'ai pas envie de leur faire vivre un mauvais moment. Et donc, du coup, c'est vraiment toute une gymnastique pour le gérer pour les autres, pour mieux le gérer pour moi. Et bref, tout ça pour dire que c'est un peu ce que tu racontes, tu vois. C'est en fait, moi, je prends sur moi pour pas faire vivre le malaise à quelqu'un, mais en fait, justement, c'est ce moment de transition que tu t'empêches de montrer. C'est aussi un truc, tu vois, que tu veux pas que l'autre te renvoie, machin. C'est ça. Et ce que je dis maintenant aux autres filles, c'est que je leur dis, mais si il est là avec vous dans un lit, c'est qu'il l'a voulu aussi. Donc il y a un moment, en fait, on va pas s'excuser d'être là. Il découvre pas le fauteuil, il se dit pas, putain, j'avais pas vu, t'es paralysée, mais non.
Donc, en fait, je trouve que la meilleure arme, c'est d'assumer au maximum. Et si on n'arrive pas à enlever nos vêtements parce que voilà, on bouge pas nos jambes ou que c'est un peu trop long, bah pourquoi on le regarderait pas dans les yeux puis on lui dit déshabille-moi. Personne va dire non, tu dis ça à quelqu'un. Non, j'ai pas l'habitude de merde. Non, il va te dire mais oui, bien sûr, je le fais avec plaisir. Et je rebondis sur ce que tu disais, ruminer trop. Je crois que moi, j'ai jamais autant réfléchi de ma vie quand j'ai rencontré mon copain. Parce que, en fait, il n'y a pas de représentation dans les films, dans les livres, d'un couple où la nana elle est en fauteuil, le mec il est debout, voilà. Et mine de rien, on s'appuie vachement sur les représentations qu'on a pour s'imaginer des scènes, fantasmer des scènes, etc. Et moi, j'avais rien. Et donc, du coup, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ? Comment on s'embrasse ? Comment j'agis ? Comment lui va agir ? Je me posais 1 milliard de questions. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il pense là maintenant ? Est-ce qu'il a peur ? Et qu'est-ce que ses potes vont penser ? Et qu'est-ce que sa famille va penser ? C'est là, est-ce qu'il va m'assumer ? Est-ce qu'il va pas m'assumer ? Est-ce qu'il y a un moment où mon handicap, ça va le saouler ? Est-ce qu'il va regarder d'autres filles dans la rue ? Voilà. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'inventer ma relation trop bien, mes débuts trop bien. Alors du coup, j'ai donné des rendez-vous dans la forêt, des trucs comme ça pour que ce soit un peu romantique et que j'ai l'air d'une fille cool. Donc du coup, voilà, c'est pour dire que je me triturais l'esprit pour que ça paraisse hyper cool. Mais après, il m'a dit, mais je me suis jamais posé ces questions-là. Il m'a dit, moi, si je suis rentrée dans cette phase de séduction avec toi, c'est parce que tu me plaisais, en fait. Tu disais tout à l'heure que toi, tu avais toujours des sensations au niveau de ton intimité. Le peu de fois que j'en ai discuté avec des personnes en situation de handicap, tu vois, le truc d'en fait, je n'ai plus de sensibilité à ce niveau-là, c'est quelque chose en fait que j'ose pas dire parce qu'en fait, j'ai très peur qu'à cause de ça, on ne veuille pas de moi. Et en fait, je me demandais si c'est un truc sur lequel tu as dû rassurer ton copain rapidement ou si, comme pour le reste, comme il te l'a dit, c'est des questions qui s'étaient pas posées. Je lui ai dit que je sentais. Donc lui, voilà, il agissait normalement avec moi. Et il y a des moments comme ça où j'ai du mal à ressentir. Et du coup, là, je lui en parle. Et je lui dis, là, peut-être qu'on peut plus faire certaines choses que d'autres. Mais on adapte en fonction des moments. C'est très facile de discuter avec mon copain. Et maintenant, je ne me gêne plus. Parce que je veux pas que mon plaisir passe à la trappe et que ce soit que le sien qui soit important. Donc maintenant, je n'hésite pas, peut-être des fois un peu trop, à dire ce que je veux, mais on communique très bien à ce niveau-là. Est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles ? J'ai eu que des relations sexuelles avec des personnes avec qui j'étais en couple. J'ai jamais eu de coup d'un soir. Donc je ne sais pas ce que ça fait. C'est un truc que je fantasme un peu, ce coup d'un soir que je n'ai jamais eu. Est-ce que le sexe, c'est important pour toi ? Oui. Dans ma relation, en tout cas, c'est quelque chose qui doit bien se passer, surtout. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de frustration, mais des deux côtés. Je trouve que quand tout va bien à ce niveau-là, on est pleinement heureux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de ton partenaire ? Eh bien, j'attends que ce soit un partenaire de vie, quelqu'un qui me soutient dans mes projets, qui essaye pas de m'écraser, que ce soit mon égal en fait. Partenaire de vie, je trouve que ça convient parfaitement à la relation que j'ai envie d'avoir quand on va vieillir ensemble avec mon copain. Que ce soit même comme un peu mon meilleur ami aussi. C'est quelqu'un sur qui je peux compter, quoi qu'il arrive. Tu disais tout à l'heure que tu connaissais aussi d'autres personnes en fauteuil avec qui tu pouvais discuter toutes ces choses-là, etc. Est-ce que la sexualité, c'est un sujet aussi que tu peux aborder avec elle ? Oui, c'est un sujet. Alors, des fois, on met un petit peu de temps avant d'en parler parce qu'il y en a qui sont pas très à l'aise. Il y en a aussi qui n'ont pas eu l'expérience après leur accident de sexualité, qui sont preneuses de conseils. Et il y a beaucoup de blagues à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut beaucoup traiter ça sur le ton de l'humour, en fait. D'ailleurs, mes premiers amis que je me suis fait en centre de rééducation, ils sont arrivés dans la chambre et puis ils m'ont fait une blague. C'était direct le truc. C'était une blague sur les tétraplégiques. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est la même chose. C'est en fait, d'un coup, en même temps, tu poses le truc là
Et quand t'es en fauteuil, en fait, tu le poses juste par ta présence. Mais du coup, de faire une blague tout de suite, il y a un peu un truc de, en fait, je désamorce le sujet tout de suite. Comme ça, t'es pas mal à l'aise. Tu passes pas 10 minutes à me regarder et à te demander machin, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a un truc, de désamorçage direct. C'est pour désamorcer, pour que les relations sociales avec les autres personnes aussi fonctionnent bien. Puis du coup, les gens ils vont être rassurés parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment parler. Alors, normal, ne faites rien de plus ou de moins. Mais il y en a, ils sont là... Je te demande ce que t'as, est-ce que je fais un geste particulier, est-ce que je te pousse, est-ce que je te touche? Enfin, les gens se posent beaucoup de questions. Et du coup, en effet, ces blagues-là, elles sont là maintenant. Et tranquille, t'inquiète, et on a aussi besoin de cet humour-là. Depuis que t'es en fauteuil, tu sens que les gens ont des réactions vraiment différentes par rapport à toi? Oui, dans le taxi, typiquement, pour venir ici. Alors, vous faites quoi? Qu'est-ce que t'as eu? Je peux te demander? Ah d'accord, c'est pas dur, la vie en fauteuil? Ils me regardent, c'est galère, non? Mais non. Je dis, non, pas tant. Enfin, je m'en sors. J'en ai plein des exemples comme ça où je passais à côté de dame âgée et puis elle se regarde et puis c'était là. Oh, elle était si jeune, la pauvre. Je dis, mais je suis pas morte. Je dis, pourquoi elles disent ça? Je suis là, moi je suis en pleine santé. Mais les gens, certaines personnes, voient ça comme waouh, à la fin de la vie. Mais voient pas le non, elle est justement en vie. Elle aurait peut-être pu y passer, mais elle est là. Et voit plus ça comme une fatalité. Ma pauvre. Toi, tu l'as jamais vu comme ça? Non, parce que j'ai vu bien pire en centre de rééducation. Donc du coup, ça te fait automatiquement relativiser. Et tu te dis, ok, c'est pas si mal. Et puis je peux quand même me déplacer. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, j'ai pu voyager. Ma vie sociale, elle a pas bougé. J'ai une vie sentimentale. Enfin voilà. En fait, finalement, ma vie est très chargée. Je suis très heureuse. Ça fait 10 ans, du coup, à peu près, aujourd'hui? Oui, ça fait 9 ans, je crois. Ouais. Ça fait longtemps, ça passe vite. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui sont difficiles à vivre pour toi aujourd'hui? Ou en fait, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tout est normal? Même si normal, c'est un mot très galvaudé. Ce qui est compliqué toujours, c'est les déplacements. Ce qui me manque, c'est la spontanéité. Pour vous donner un exemple, quand on réserve des billets de train, on doit réserver 2 jours à l'avance pour qu'on ait une aide, une assistance à la gare. Et on n'a pas le droit de prendre le train, enfin ils veulent pas nous laisser entrer, si on n'a pas cette assistance. Donc c'est pour dire que là, je veux partir, je prends un train, je ne peux pas, j'ai pas le droit. Juste prendre 2 culottes, 3 t-shirts, un jean, voilà, de partir et à l'aventure, non, en fait, maintenant, je peux pas le faire. Parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que j'ai du matériel médical, il faut que je sache si l'endroit où je vais, c'est accessible, comment j'y vais, etc. Et du coup, on s'adapte et j'essaye de créer quand même des chouettes aventures. Par exemple, je suis partie il y a pas longtemps faire un road trip en Islande, en van. Et du coup, là, j'ai bousculé un peu mon cocon. Et pour moi, c'est important de voir que même s'il n'y a pas cette spontanéité-là, je peux vivre encore une vie pleine d'aventures. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'entends bien avec ton corps? Est-ce que tu l'aimes? J'ai peur de mentir à moi-même si je dis oui. Mais j'ai envie de dire oui quand même. Je me sens plus en paix. Alors, je me fais toujours plein de réflexions en mode fais plus de sport parce que c'est ton ventre et puis il faut être musclé et puis il faut se tenir droite et puis machin et puis il faut être quand même... rester... T'as toujours les mêmes injonctions quand même. J'ai complètement les mêmes injonctions, c'est terrible. Mais je me fais moins la guerre et je ne m'excuse plus d'être là. Avant, quand je rencontrais des gens, j'avais peur de ce qu'ils pensent de moi et maintenant je le fais plus et je sens que j'ai une charge mentale qui est partie parce que j'essaye de plus me soucier de la vie des autres et je vois que le feeling passe encore mieux quand on assume pleinement aussi. Eux, ils vont pas avoir pitié de moi. Ils vont se dire, non, elle gère. Donc, ça va être une discussion normale où le handicap ne va pas être au centre de la conversation. Peut-être que t'en as eu marre aussi d'avoir le sentiment d'être définie que par ça. Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, non, en fait, je suis une femme. Les batailles de femmes m'importent encore plus que les problèmes d'inclusion qui sont très importants. Mais du coup, d'abord, je préfère qu'on parle de sujets de femmes que d'handicap, voilà. C'est quand les moments où tu te sens le plus à l'aise avec ton corps? Je crois que quand je fais du sport, je me sens à l'aise avec mon corps. Mais en même temps, par exemple, je fais du crossfit avec des personnes valides, le même cours qu'eux. Et autant je suis très contente d'être avec eux. Mais des fois, je trouve que ce que je fais, c'est pas assez bien comparé à eux. Même si je devrais pas me comparer parce que c'est pas du tout les mêmes choses. Ça me renvoie aussi à ma condition d'être avec eux.
Je pense que des fois, les cours de sport, ça te remet face à tous tes trucs de complexe face aux capacités des autres, en fait, qu'importe effectivement qu'ils soient valides ou pas. En fait, le sport, des fois, ça t'oblige un peu à te classer, à voir quel niveau t'es. C'est aussi tout l'aspect compétition qu'on peut retrouver dans le sport. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu... C'est ça. Et j'ai un gros esprit de compétition. Et du coup, pour ça que je me dis, mais non, mais fais mieux, mais c'est pas assez. Mais regarde la fille d'à côté, elle fait mieux. Mais oui, mais rien à voir. Elle a tout, ces muscles de son corps qui fonctionnent. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça. T'en fais beaucoup du sport ? Oui, c'est devenu mon projet un peu de vie depuis quelques mois. Je fais de l'athlétisme à côté et j'ai pour projet de participer aux Jeux paralympiques 2024 dans la catégorie 100 mètres. Cet objectif-là, il est dans 2 ans. C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est un objectif qui pourrait potentiellement être atteignable, en tout cas juste la participation. Et du coup, c'est quoi qu'il faut que tu entraînes? C'est tes bras? Parce que c'est une course en fauteuil. Oui, c'est ça. C'est du sprint et c'est dans un fauteuil un petit peu particulier, un fauteuil qui a une fourche longue devant, qui a 3 roues. Et moi, je suis pliée en 2 dans ce fauteuil-là et j'avance que avec mes bras, oui, c'est ça. Je travaille que mes bras, essentiellement. Que ce soit en athlétisme ou crossfit, c'est la même chose. Enfin, c'est tout le temps ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de trouver le bon équilibre. Est-ce que je fais du sport tout le temps ou est-ce que je laisse aussi des moments de répit à mes bras? Parce que j'en ai besoin aussi dans la vie quotidienne. Et est-ce que muscler tes bras, notamment en faisant du sport et tout, c'est un truc qui te facilite la vie au quotidien, toi, qu'on a justement beaucoup besoin pour te porter, te déplacer? Oui, exact. Complètement. Ça m'a totalement changé la vie de faire du sport et d'en faire très, très régulièrement. Je me sens moins fatiguée, tout est plus facile à faire, je peux porter des charges plus lourdes, je peux me transférer plus facilement et du coup, je récupère mon autonomie, cette fameuse autonomie que j'avais perdue et je me sens plus libre en fait. Plus je fais du sport, plus je récupère des muscles et mieux je me sens. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Oui, ça me fait peur parce que c'est tellement physique de vivre en fauteuil que je me demande en fait à quoi je vais ressembler. Ou est-ce que du coup je ne ferai pas de transition et je ne passerai pas par l'étape canne, fauteuil, parce que je suis déjà, donc peut-être que ça va pas du tout me changer. J'ai quand même peur d'avoir des douleurs au niveau des bras, vieillir physiquement. Me fait pas trop peur, mais c'est en termes de santé. C'est plus pour ça que je m'inquiète. Tu disais que tu étais très active dans le milieu associatif, mais dans ces milieux, tu es entourée de personnes de ton âge ou de personnes jeunes. Tu n'as pas de modèle ou d'exemple de personnes plus âgées qui pourraient peut-être, je sais pas, te rassurer par rapport à ça? Si, j'ai rencontré récemment en plus des personnes d'une 40aine, 50aine d'années qui avaient des enfants, etc. Et au contraire, même je trouve qu'elles ont encore plus la pêche, donc c'est bon aussi. C'est un truc auquel tu penses, toi, fonder une famille? Oui, c'est des projets qu'on a avec mon copain. Ça me fait très peur, mais en même temps, j'ai très hâte. Et en plus, je pense que ça va être un super papa qui va transmettre de super valeurs à nos enfants. Mais en même temps, avoir une grossesse en fauteuil, c'est ça qui m'angoisse, c'est comment on gère sa fatigabilité. Alors ça veut dire que je pourrais plus faire de sport aussi pendant un bon bout de temps, mais je sais que c'est faisable et je sais vers quel professionnel de santé me tourner et ce sera peut-être la prochaine étape de ma vie. Mais ça m'excite autant que ça m'angoisse un peu. Les personnes que j'ai rencontrées, elles avaient leurs enfants avant leur accident. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas, en tout cas, vu ou discuté avec une personne tétraplégique. C'était des personnes paraplégiques qui en parlaient sur Instagram, mais c'est pas le même handicap que moi. Une personne paraplégique, c'est une personne qui a toute la mobilité du haut de son corps, qui a les bras et les mains parfaitement mobiles. Et tétraplégique, c'est quand ça touche les 4 membres. Il y a plusieurs sortes de tétraplégiques. Moi, par exemple, mes bras ne sont pas touchés, mais mes mains sont touchées. Puis il y en a d'autres où ça va être vraiment l'intégralité du haut du corps. Donc moi, j'ai d'autres questions et d'autres problématiques qu'elles n'ont pas. Donc je n'ai pas toutes les réponses encore. Tout à l'heure, tu disais que les 2-3 premières années, ça avait été hyper compliqué pour toi de te dire que c'est probablement comme ça qu'allait être toute ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment très chouettes et que tu n'avais pas anticipées? Je ne connaissais pas du tout le monde du handicap moteur et j'avais quand même une image pas très positive de ces personnes-là. Du coup, en étant moi-même dans cette situation-là, ça a beaucoup plus en fait redoré l'image que j'avais parce que
On peut être totalement actif dans nos vies, on peut voyager, on peut avoir des super projets. En fait, moi, j'ai l'impression d'être extrêmement mobile, même si je suis paralysée, c'est un peu contradictoire, mais il y a aussi une envie de vivre qui apparaît, qui est très très forte. Quand on nous a enlevé quelque chose, un sens, on a envie de faire encore plus de choses pour encore plus profiter, parce qu'on sait que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain. C'est en ayant eu un problème de santé ou en ayant vécu une situation compliquée que on sait à quel point la vie aussi, elle est fragile. Et je crois que c'est plus cette force qui m'a animée et qui m'anime toujours, qui est surprenante. Et peut-être que c'est le point positif de tout ça. C'est qu'en fait, tu kiffes encore plus. C'est que je kiffe encore plus la vie, ça c'est clair. Et les gens. Je ne pourrais pas vivre ma vie toute seule. Je trouve qu'elle serait trop fade. J'aime trop être entourée. Je suis très contente de la dynamique de ma vie. Maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? J'avais envie de parler du rapport au corps suite à un handicap ou suite à une hospitalisation. J'ai l'impression que c'est un sujet même un peu tabou parce que ça engendre beaucoup de problématiques. J'ai l'impression d'avoir pas mal réfléchi à ce sujet-là et je me sentais prête à en parler publiquement. Donc je me suis dit, je saisis l'occasion et je suis venue vous voir. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.